statut des Juifs qui excluait de toutes les fonctions d'enseignement tous les Juifs, mais qui prévoyait dans un article 8 que pour des services exceptionnels rendus à l'État français, scientifiques, littéraires ou artistiques, seraient relevés des interdictions formulées par le statut ceux qui pourraient arguer de telle qualité qui serait reconnue par un décret en Conseil d'État. C'est bien compliqué, mais c'est comme ça. Et le terme souvent utilisé était relevé de déchéance. Donc, le 19 novembre, mon père écrivait ceci. Expecto donec veniat immutatio mea, Job 14, 14, et n'étant pas un latiniste distingué, et imaginant que parmi vous il peut s'en trouver qui éprouvent la même faiblesse, j'ai voulu traduire ce passage de Job. Et je me suis tourné vers les Bibles de différentes langues. J'ai été stupéfait devant la variété des traductions. Je me suis donc résolu à une traduction libre, correspondant aux circonstances dans lesquelles se trouvait mon père lorsqu'il citait Job. Et la voici, j'attends jusqu'à ce qu'arrive mon relevé de déchéance. Comme je vous l'ai indiqué, ceci entre exactement dans les considérations de l'article 8 du statut, qui prévoyait la possibilité d'être relevé des interdictions. Donc, réellement, c'est une citation qui mérite, je peux dire, cette traduction libre et non pas beaucoup d'autres traductions que j'ai vues. Et je crois qu'il avait raison de se comparer à Job, car il était victime d'un sort injuste, comme Job, et il espérait en quelque sorte être partiellement réhabilité, ce qui heureusement est arrivé pour ce pauvre Job. Revenons à nos moutons. Donc, je vous disais que mon père avait de grands projets et il envisageait d'écrire 5 livres. Apologie pour l'histoire, Histoire du Premier Empire allemand, Histoire de la monnaie française, Peuplement des États-Unis, mon roman policier. Au cours d'une promenade dont je suis incapable de fixer la date, il m'avait confié ses projets et m'avait demandé sur lequel portait mon choix. J'avais choisi Apologie pour l'histoire, me doutant un peu que c'était aussi le choix de mon père. Le livre qui détonne un peu parmi les 5 est le peuplement des États-Unis. Peut-être moins qu'on ne peut le penser. Au premier abord, lorsqu'on se souvient que les problèmes de peuplement et le fait démographique l'ont toujours beaucoup intéressé. Que par exemple, il a fait des recherches sur l'état du peuplement du monde romain à la veille des invasions et qu'il a souvent insisté sur les mouvements de population dans les campagnes françaises. Je reviendrai sur l'histoire de la monnaie
car je considère que c'était l'un des grands centres d'intérêt dans ces dernières années. Je ne mentionne que pour mémoire le roman policier, dont le scénario attend encore son écrivain et que j'appelle de mes vœux. Reste l'histoire du Premier Reich, dont je veux dire 2 mots. J'avoue ma totale incompétence sur le sujet et je n'ai aucune idée de la manière dont il concevait son livre. Le projet devait déjà être ancien, car dans ces dossiers, on trouve l'un d'eux intitulé « Note pour une histoire du Premier Âge » que l'on trouvera dans la cote indiquée, dans mon écrit. Il avait aussi accumulé un matériel considérable dont le témoigne le millier de livres allemands dont il a effectué la recension dans des bulletins réguliers de la revue historique de 1928 à 1937 et les nombreux comptes rendus écrits dans d'autres revues. Sous le titre provisoire « Critique de l'historiographie allemande » sur Kritik der deutschen Geschichtsschreibung et sous la direction du professeur Otto Huxley, Peter Schöttler et Bertrand Müller devaient rassembler tous ces comptes rendus et les publier. Débuté en 1991, ce projet semble en panne et c'est regrettable. Arrivons maintenant à ce que j'ai appelé les principes gouvernant le travail historique et méthodologique. Ne vous méprenez pas sur mon titre. Je ne prétends pas faire le tour de la question, mais simplement attirer l'attention sur quelques points qui, à mon sens, marquent par leur précision ou leur originalité la réflexion de Marc Bloch. Le premier et surtout aussi, ne considérez pas que mon exposé correspond à une hiérarchie quelconque. Ce sont simplement le fait de l'écriture qui m'a conduit à l'exposer comme je le fais. Le premier devoir de l'historien, c'est vrai, il ne faut pas oublier ça, est de délimiter un cadre spatial et temporel à sa recherche. Cet impératif apparaît évident si on admet avec Marc Bloch que l'histoire est une science des hommes dans le temps et qui sans cesse a besoin d'unir l'étude des morts et des vivants. Mais ce cadre doit être adapté au sujet traité. Il importe de bien préciser pourquoi on a fait le choix d'un cadre géographique ou d'une unité historique et de fixer clairement le terminus aquo et le terminus aquem, qui doivent être justifiés. On est bien obligé, même pour un non-historien, de constater que cette recommandation est loin d'être toujours